Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes pour la deuxième phase de la deuxième lune d'hiver de l'hémisphère nord, été de l'hémisphère sud, donc du 8 au 16 février 2022, donc du premier quartier, le 8 à la pleine lune, le 16, une pleine lune qui est très chargée. Le jour de la pleine lune, il y a énormément d'événements. Mercure fait des tas de trucs. Et on va voir aussi Vénus et Mars en conjonction, ainsi qu'au cours de la semaine, Mercure et Pluton. Donc, on va commencer par regarder le ciel du soir du premier quartier. Donc, ce soir, à 19h, il est 19h en France, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo. Donc, premier quartier, la Lune culmine au début de la nuit. Donc, elle est pas loin d'Uranus, hein, vient d'être conjointe à Uranus. On a Orion, Sirius, Aldébaran qui sont en train de monter encore. Les Pléiades, Aldébaran, les mages d'Orion, ou les trois maris, les trois mages comme on dit chez nous, ou les trois maris comme disent les hispaniques. Et Sirius et Procyon. Alors, j'aime mieux vous dire que moi, dans l'hémisphère sud, je vois tout ça là-haut et du côté du nord. C'est très rigolo. Nous, là, en France, au sud, bien sûr. Et Jupiter qui va se coucher de plus en plus tôt. Là, ça y est, on commence à plus pouvoir l'observer du tout. Alors, la Lune, on va grossir un petit peu la Lune pour voir son quartier. Je vais enlever toutes ces indications, il y en a trop. Il y a la Terre, tu n'as pas partagé. Ah ben oui, alors on recommence, merci. Voilà, je me semblait bien que j'oubliais un truc. Partager l'écran. Alors, c'est reparti. Bon, ben, je grossis d'abord la Lune, hein, puisque donc elle culmine au début de la nuit. Elle est en quartier, premier quartier. Petit détail, voilà, nous, dans l'hémisphère nord, on la voit comme ça. Ben, dans l'hémisphère sud, faisons un petit tour, on va la voir dans l'autre sens. On la voit de... Ah, si ça veut bien venir. Un stellarium n'est pas très réactif. Ben, disons que voilà, on la voit carrément à l'envers. Je fais un petit tour sur les jours précédents, justement, pour expliquer cette histoire du croissant. Donc, le 7, le 6, allez, mettons-nous le 6, on voit un beau croissant. Mais je ne vais pas effacer contre la réunion, voilà. Donc, on voit un croissant dans ce sens. Dans l'hémisphère sud, on voit le croissant dans l'autre sens. Alors, le coup de dire, quand on voit, quand la Lune fait un P, quand on peut faire un P, c'est le premier, on est en premier croissant ou premier quartier. Ça marche dans l'hémisphère nord parce que ça fait le contraire dans l'hémisphère sud. Et donc, c'est plus sûr pour savoir, quand on voit un croissant de lune, on ne sait plus trop où c'est qu'on en est. C'est plus sûr de se dire, ah, si je le vois le soir, c'est que la lune est croissante. Si je le vois le matin, c'est que la lune est décroissante. Ça marche partout. Voilà, donc je reviens au 8. Mince, j'ai perdu la lune. Ah, diminuons. Voilà, donc elle est devant la constellation du Bélier pour le premier quartier, pas loin d'Uranus. Alors ça, c'était le 7, voilà le 8. Je diminue le ciel en début de nuit, donc la Lune culmine haut, hein. On va regarder à quelle hauteur. Elle est donc pratiquement à sa culmination. Elle est à 62 degrés de hauteur. Donc c'est assez haut dans le ciel. C'est vraiment le moment de sa culmination là. Si on se tourne vers l'ouest, on peut peut-être encore deviner Jupiter qui se couche. Jupiter qui se trouve devant le Verseau toujours et qui avance. Et puis maintenant, dans le ciel du soir, on n'a plus de planètes. Donc au couchant, on a Pégase, j'avance d'une heure, hein, il fera nuit. Là, c'est le crépuscule, vous voyez, Jupiter est couché. La Lune descend déjà. On a Pégase et les poissons qui se couchent. Bon, on a Neptune, pareil, mais on la voit plus beaucoup. Je peux la chercher. Voilà, elle est bien bas. C'est plus le moment de trop la voir. Donc, elle est devant les poissons, Neptune. Ici, la baleine. Ici, l'Éridan, le grand fleuve, alors là, qui traverse du nord au sud.
et Bételgeuse, enfin, Orion, Bételgeuse et Rigel. Là, pareil, moi, dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Je vois Rigel en haut et Bételgeuse à droite, en bas, et du côté du nord. C'est rigolo. Et Sirius, au-dessus, très haut, elle passe au zénith, Sirius, pour la latitude 35 sud où je me trouve. Encore pour quelques jours, plus très longtemps. Hein. La semaine prochaine, je serai rentré en France. Donc, je reviens vers le sud, on se tourne vers l'est. On a les Gémeaux, on a le Cancer et le Lion qui se lève du côté de l'est en début de nuit. Et au-dessus du Lion, du coup, on voit la Grande Ourse. Le Lion va partir comme ça, la Grande Ourse va partir comme ça, parce qu'entre les deux, on a l'équateur. Je trace la ligne de l'équateur, 0. Voilà, l'équateur céleste qui fait en sorte que on voit partir le lion vers la droite et la grande ourse vers le haut à gauche. Là, j'ai fait oui, le méridien. Donc, tournons-nous vers le nord. Du côté du nord, donc déjà en début de nuit, la grande ourse remonte à droite. La petite ourse suspendue, comme si on avait suspendu la casserole à son clou, et le dragon en dessous, donc on ne voit pas trop là. La tête du dragon pique du nez dans le sol. Au-dessus, en face de la grande ourse, bien sûr, on a Cassiopée, diamétralement opposé à la queue de la grande ourse, en passant par la petite ourse, par l'étoile polaire, on trouve Cassiopée. Et tout en haut, on a Capella du cocher qui brille fort, qui passe au zénith chez nous, et Persée. On diminue un peu, on se fait le zénith, il est là, vous voyez. Donc Capella est Persée de part et d'autre du zénith. Capella qui s'élève encore, qui va passer au zénith dans 1 heure. Voilà, nickel. Donc à 21h, Capella est au zénith. Donc ça, même de Paris, on la voit. Hein. C'est une étoile très brillante et elle est en haut du ciel. Même en ville, comme elle est très haute, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à la voir si, évidemment, le ciel n'est pas couvert. Et donc voilà, et du côté de l'ouest, on a vu ceux qui allaient se coucher, donc les poissons, Andromède. On peut encore admirer la galaxie d'Andromède. La grande ici, je ne sais pas si on va me le mettre. Mais en début de nuit, hein. C'est l'étoile qui sert de repère. Elle est là, la galaxie d'Andromède. Je peux la mettre au milieu. Voilà. Mais ça, il faut mieux être dans un ciel un peu noir pour pouvoir déjà, alors si c'est pour la voir à l'œil nu, il faut être dans un ciel bien noir. Et pour la voir même aux jumelles, il faut quand même un peu de noir. Alors, on va suivre la Lune de soir en soir au cours de la semaine, puisqu'on va la voir tous les soirs. Hein. Elle culmine de plus en plus tard. Donc, au premier quartier, elle culmine à la tombée de la nuit, puis elle va culminer de plus en plus tard en début de nuit, et le croissant va grossir. Donc, je grossis un peu. Voilà. Donc, le 8, voilà où on en est. Il est 21h là. Hein. Le 9, elle a passé les Pléiades. Elle commence par être conjointe aux Pléiades, hein, le 8. Je vérifie exactement. Elle est conjointe aux Pléiades. Oui, c'est juste après le premier quartier, le 9 à 11h50. Donc, on la regarde. On peut le remarquer le 8 au soir. Elle est là. Un peu, et le 9 au soir, elle est là, pile entre les Pléiades et Aldébaran, à laquelle elle est conjointe le 10 en tout début de journée, le 10 à 7h57, lune conjoint Aldébaran. Le 9, elle trace, elle va être conjointe à Elnat. Elnat, alors, c'est le 11 à 9h58. Elle passe en dessous de l'étoile, hein, 3 degrés en dessous de l'étoile. Le 10, elle a dépassé Elnat, donc on remarque ça le 9 au soir et le 10 au soir. Elle s'approche des Gémeaux. Le 11,
Elle est conjointe à, c'est comment s'appelle cette étoile déjà? Je n'ai pas marqué ça. Mepsuta, c'est Mepsuta, le genou de Castor. Je reviens sur la Lune. Le 12, on est le 12 là. Le 13, elle est conjointe à Pollux. Elle passe un tout petit peu en dessous de Pollux. Donc elle est haute hein, par rapport au plan de l'écliptique. Elle monte en latitude. Et elle atteint sa déclinaison maximale en cours de route le 12. Et donc, elle sort des limites zodiacales du 10, 11h42 au 14, 22h36. Et donc, à sa déclinaison maximale, le 12 à 17h45 à 26 degrés, 26 minutes au-dessus du plan de l'équateur céleste. Là, je vous ai tracé le plan de l'écliptique. Alors, pour tracer le plan de l'équateur, non, ça c'est l'écliptique. Ça, c'est le méridien. Je crois que c'est le point. Ah. Sinon, je fais la grille équatoriale. Et donc, sur la grille équatoriale, le 0 est ici. Vous voyez qu'elle est. Ça, c'est la ligne du 0, donc du plan équatorial. Je mine un peu. Voilà. Qui passe exactement à l'étoile Mintaka d'Orion, la plus petite des 3 mages. C'est Mintaka, elle est pile sur l'équateur céleste. C'est un bon repère. Procyon est un petit peu en dessus. Et donc là, on est devant la constellation des Gémeaux, signe du Taureau. Donc. Et donc la Lune est largement en dessus de l'équateur et aussi de l'écliptique. Et donc, puisqu'elle est en latitude nord, elle est à ce moment-là hors limite zodiacale. Je reviens sur la Lune. Donc là, c'est le 13, conjointe à Pollux. Le 14, j'ai fait 1 heure là, 22 heures. Bon, okay. Alors là, il est 22 heures. Le 14, elle s'approche du Lion. Le 15, elle est conjointe à Régulus. Enfin, le 14, voilà. Je refais le 15. Le 14. Non, le 15, pardon. Oui. La nuit, la veille de la pleine lune. Voilà. La veille de la pleine lune, elle est conjointe à Régulus. Donc, la lune, elle va être toute grosse, là, vous voyez. Là, j'enlève mes grilles. Elle est toute grosse. Elle arrive aussi à sa libration minimale en latitude. Donc, on va voir son sud au maximum, et en même temps, ça dégage les cratères Riccioli. En particulier, voilà, je vais marquer, ça ce sera marqué sur la fiche. C'est l'occasion de repérer quelques formations sur la Lune. Donc, le Soleil finit de se coucher au terminateur, donc de ce côté. Et c'est là qu'on peut voir encore parce que quand on peut voir les ombres du Soleil que fait le Soleil levant sur les reliefs qui sont du côté du terminateur. Et donc après, quand une fois qu'elle est complètement pleine, elle est écrasée par le Soleil, on voit pas grand-chose. Et après, quand elle revient, quand elle passe après la pleine lune, elle va être éclairée de l'autre côté. Le Soleil se couche ensuite sur la Lune. Passé la pleine lune, on voit le Soleil couchant au terminateur. Et donc, elle va passer conjointe à Régulus dans la nuit du 15 au 16. Régulus qui également marque et pile sur le plan de l'écliptique, elle. Mintaka d'Orion, elle sur le plan de l'équateur. Régulus est pile sur le plan de l'écliptique. Et nous arrivons au 16. Vous voyez, elle est conjointe à Régulus. C'est juste après la pleine lune. Alors, la pleine lune advient donc à 17h56. Elle est dans le 28e degré du Lion, la Lune, le Soleil dans le signe du Verseau. Pour 2 jours encore, en ascension droite, il passe 22 heures d'ascension droite, le 16 également, précisément, je l'ai marqué en dessous, le 16 à 13h05, juste avant la pleine lune, le Soleil passe 22 heures d'ascension droite, donc c'est le pré-signe des Poissons, mais il est encore en Verseau. Il est encore en Verseau, le Soleil. À part ça, nous avons les planètes qui font pas mal de trucs.
Au premier quartier, la Lune passe à son nœud ascendant, juste le lendemain, et donc va continuer à monter tout au long de la semaine en latitude écliptique. Elle atteint sa latitude maximale le 16, donc juste avant la pleine Lune. Elle est aux ailes du dragon pour la pleine Lune. Je pense que cette pleine Lune va être particulièrement forte. Il y a énormément de trucs. Les Parisiens, vous allez pouvoir admirer la Lune passer dans le haut de l'Arc de Triomphe, donc le 16, précisément, à 4h36 du matin. Il faut vous trouver de Champs-Élysées et regarder la direction de l'Arc de Triomphe, et la Lune va passer en haut de l'Arche. Il faut être à l'heure, parce que ça ne dure pas longtemps, à 4h36. On a aussi, j'en profite là, on a le premier maximum positif de l'équation de temps à 13h. Donc, ça veut dire que le midi vrai se produit beaucoup plus tard que le midi réel. Que le midi et de l'heure à la montre. Donc, à 13h05 sur le méridien de Paris, le midi vrai, donc le minuit vrai à 1h05. À partir de là, ça va au contraire rediminuer jusqu'au mois de mai, qui attendra. Donc, les jours se décalent. Jusqu'à présent, les jours se décalent un maximum vers le soir. À partir de là, ils vont se redécaler vers le matin. De toute façon, globalement, ils allongent. Mais c'est plus marqué vers le soir jusqu'au 11 février. Et après, ça va augmenter davantage sur le matin que sur le soir. J'ai dit que Mercure faisait beaucoup de choses. Mercure 1 est conjointe à Pluton le 11. C'est pour. Donc, il va y avoir. Il y a 3 conjonctions, Mercure-Pluton. Il y en a déjà eu une en janvier. Je vais peut-être retrouver ça sur ma petite fiche État des planètes. Si j'ai bien tout marqué. C'est un peu compliqué cette fiche État des planètes. Je ne sais pas si je ne vais pas reprendre. Surtout pour Mercure. Parce que Mercure, c'est celle qui me donne le plus de fil à retordre, il faut bien le dire. Elle n'arrête pas de faire des tas de trucs, Mercure, tout le temps, tout le temps. Et faut la suivre. Hein. Et donc, particulièrement cette semaine. Donc, les conjonctions, elle est conjointe Uranus. Je ne sais même pas si j'ai marqué. Je sais qu'elle fait 3 conjonctions à Pluton. Oui, elle a fait une conjonction le 30 décembre, première conjonction. Après, elle a rétrogradé. Elle repasse sur Pluton le 11 février. Et entre-temps, il me semble qu'il y en a aussi une en janvier, mais que j'ai dû oublier de noter. Puisqu'elle fait Pluton qui est toujours au 26e degré du signe du Capricorne, 27e peut-être même maintenant. Donc, Mercure est passé en conjonction à Pluton. C'est plus facile à lire sur Pluton, parce qu'il se passe moins de trucs quand même. Ah si, elle est alors première fois le 11 décembre. Qu'est-ce que j'ai marqué à Mercure là? Ah, deuxième fois le 30 décembre. J'ai dû confondre. Là, le 11 février, c'est sûr, elle est conjointe à Pluton. Et après, elle continue, donc elle est directe. Donc, il y a eu une autre fois entre-temps. C'est la 3e conjonction Mercure-Pluton. Bon, on a aussi... J'en finis avec Mercure, on parlera de Vénus et Mars après. Alors, elle atteint sa déclinaison minimale le 14, Mercure, donc conséquence de sa rétrogradation et de la reprise de son mouvement direct, car elle avait atteint sa première déclinaison minimale maximale, enfin, le plus grand minimum à moins 26 degrés. Ensuite, elle est remontée un petit peu en déclinaison suite à sa rétrogradation. Et puis, comme elle a repris son mouvement direct, elle a un petit palier de minimum. Et ensuite, elle va monter en déclinaison et passer en déclinaison nord le 29 mars. Ensuite, elle entre dans le 14 toujours, elle entre dans le signe du Verseau. Et dans la foulée, 1 heure plus tard, ou 2 heures plus tard, elle arrive devant la constellation du Capricorne. Donc, ça se passe dans le 1er degré du signe du Verseau. Donc là, c'est pas Sagittaire, mais donc bien Capricorne. Donc, Mercure arrive devant la constellation du Capricorne et entre dans le signe du Sagittaire. Pareil, elle était déjà entrée en Capricorne, elle est revenue en arrière, elle est revenue
en Sagittaire, ça je l'ai bien marqué, donc on va aller le voir. Mercure, signe, longitude géocentrique, je suis bien sur Mercure, donc là elle était en Verseau, elle était depuis le 9 janvier, elle est directe, ah oui, en rétrograde, 18 janvier rétrograde, rétrograde encore le 25 janvier, elle a repris son mouvement direct le 4 février, donc dans le signe du Capricorne, conjointe à Pluton. Hein. Quand elle a repris son mouvement direct, conjointe à Pluton, et en fait, donc c'est le 11 précisément, elle est conjointe à Pluton, et donc elle entre dans le signe du Verseau le 14 février, elle va y rester jusqu'au 10 mars, son mouvement étant maintenant direct jusqu'au 5 mai. Ensuite, c'est pas tout pour Mercure, elle fait encore des tas de trucs. Ben, elle arrive à son élongation maximale le jour de la pleine lune, également son élongation ouest, ce qui signifie qu'elle est dans le ciel du matin. Hein, Vénus ou Mercure sont en élongation ouest, enfin, ou toute planète en élongation ouest est dans le ciel du matin, et toute planète en élongation est est dans le ciel du soir. Alors là, on va pouvoir la voir un petit peu. Pas très facile, alors allons voir un petit peu le ciel du matin, puis on finira avec Vénus et Mars. Non, hop. Le ciel du matin, donc là c'était le 16, alors je vais revenir au matin du 15, du 16. Voilà, 7h, 6h. Donc on va se tourner du côté de l'Est, et là on va voir apparaître toutes nos planètes, donc Vénus, je vais afficher les heures de lever et culmination couchée, c'est pratique. Vénus qui, le 15, le 16, se lève à 5h22. Pour chez moi, bon, à peu près, voilà, vous en êtes autour de 5h20. Suivi par Mars, qui commence à être visible, elle n'est pas très brillante, Mars, hein, encore. Là, on va prendre quelques minutes. Il faut la choper entre son lever et le début du crépuscule où on ne la verra plus. Donc Mars, qui elle se lève à 5h54, un petit peu avant 6h, et Mercure qui se lève un peu plus tard et qui reste assez difficile à voir. Voilà, elle est là, donc c'est déjà le crépuscule. L'aube est là, et donc elle se lève à 6h38, Mercure. Voilà, c'est pas très top pour sa visibilité. On a dit qu'elle était en déclinaison sud. Elle est en dessous donc du plan de l'écliptique. Non, elle y est pile dessus. Mais elle n'est pas très facile à voir. Voilà pour les planètes. Saturne aussi, qui est du matin maintenant, mais pas encore visible. Hein. Je ne sais même pas si elle va apparaître là. Je peux la chercher. Qui reviendra visible en mars, dans le ciel du matin. Elle n'est pas levée encore. 7h31 pour un soleil qui se lève vers 8h. Alors, le soleil, non, c'est pas ça. Se lève, lui, à 7h50. Oui, donc, Saturne se lève 20 minutes avant le soleil, même pas un petit quart d'heure. Elle n'est absolument pas visible encore. Elle était en conjonction soleil le 4 février. D'ailleurs, en même temps que la reprise du mouvement direct de Mercure. Voilà, et donc Vénus et Mars, on va s'intéresser à Vénus et Mars parce que franchement, elles se suivent, elles se talonnent toutes les deux depuis un sacré moment en fait. Capricorne. Voilà. Ah, c'est assez impressionnant comme elles se talonnent. Alors voilà, je vais faire suivre de jour en jour. Je vais tracer le plan de l'écliptique et peut-être effacer l'atmosphère pour qu'on les voit bien. Alors là, donc nous sommes le 16. Je vais revenir un petit peu en arrière. Donc ce jour-là, elles sont conjointes. Elles sont conjointes dans le plan équatorial le 14 et conjointes dans le plan écliptique le 16. Mais Mars trace très vite sur l'écliptique et Vénus est un peu paresseuse, ce qui fait que elle reste vraiment en tenue. Alors reculons d'abord, reculons. On va reculer, là c'est le 9. Vous voyez,
Donc, Vénus est devant Mars. C'est ça qui est. Elle est devant Mars. Alors, je suis revenu là au 24 janvier. Ça va aller. Donc, 24 janvier. On en est au 4 février. On arrive au 16 février, le jour de leur conjonction dans le plan écliptique, le 17. Regarde comment elles restent proches l'une de l'autre, elles se tiennent, elles se tiennent, elles se tiennent. J'enlève l'atmosphère. On continuera à mieux les voir. Elles se tiennent et voilà, ça, enfin Vénus commence à dépasser Mars, en réalité mi-mars, quoi. Et jusqu'à mi-mars, elles vont rester vraiment très très proches l'une de l'autre. Je remets l'atmosphère. Et donc, je reviens à notre date du 16 février. Nous y sommes. Donc, c'est une sacrée pleine lune. Donc, le matin, profitons-en pour regarder ce qui se lève dans le ciel du matin. Hein. Elles sont devant la constellation du Sagittaire. Mercure, on a dit qu'elle venait d'entrer dans la constellation, d'arriver devant la constellation du Capricorne, donc d'entrer dans le signe du Verseau. Donc, Vénus, Mars sont là. On a Mercure qui était conjointe à Pluton. On peut chercher Pluton, c'est rigolo. Et on va voir Mercure par rapport à Pluton. J'enlève le sol, voilà, et j'enlève l'atmosphère, comme ça on n'est pas gêné, pour observer ce qu'on ne peut pas voir, parce qu'on voit pas Mercure, bien sûr, on ne peut pas voir Pluton. Je reviens quelques jours en arrière. Alors Mercure, elle trace vite par contre, hein. Donc c'était le 11 qu'elles sont conjointes. Et ensuite Mercure trace, on peut même refaire le tracé pour voir le mouvement de rétrogradation de Mercure. Voilà, là c'est quand elle a repris son mouvement direct. Je vais en marche arrière dans le temps, là. Hein. 31 janvier, 29, 27, 28. Elle était en conjonction supérieure au Soleil. Supérieure, hein, je crois bien. Je vérifie. Mercure. Conjonction inférieure, pardon. Elle est en conjonction inférieure le 26 janvier dans le 4e degré du signe du Verseau et elle sera en conjonction supérieure le 3 avril. Donc, 23 janvier, 24, 25. Ah oui, on va même revenir plus en arrière parce que, voilà, au moment de la conjonction inférieure, bien sûr, elle est rétrograde. Donc, on suit. Ah non, mais je suis sur Pluton, là, que je suis bête. C'est Mercure que je suis. Pluton, on l'a repéré, donc elle est par là. Hein. Elle est à peu près, je vais la remettre quand même. Voilà. Parce qu'elle ne bouge pas. On ne peut pas trop la voir, mais on ne peut pas la voir du tout même, mais elle ne bouge pas. Bon, 11 janvier, Mercure était encore direct. Non, je crois. Ah non, elle recule, là, elle recule. 7 janvier, c'est début janvier hein, qu'elle est devenue rétrograde. Donc, Mercure, conjointe à Vénus le 1er janvier, si je me souviens bien. Donc, 1er janvier, 2, 3, on voit Mercure. Hein. Elle avance, 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 presque conjointe à Saturne, mais pas tout à fait. Elle s'est mise à rétrograder juste avant sa conjonction à Saturne, 14 janvier. Donc maintenant, elle fait marche arrière, 14 janvier. 26 janvier, conjonction inférieure. Elle est un peu loin pour être en conjonction inférieure. Qu'est-ce que j'ai dit comme date? Conjonction inférieure, 26 janvier. Ah bah oui, c'est Mercure. Mercure est là, oui, conjonction inférieure. C'est que j'ai toujours Pluton qui s'affiche là. Donc on compte 26, 23, 24, 25, 26 janvier. Mercure est noyé dans le Soleil, devant le Soleil. Ensuite, elle réapparaît. Elle est rétrograde, conjointe à Pluton. Rétrograde jusqu'au 4 février. Là, elle est stationnaire et reprend son mouvement direct. Et donc, à nouveau, conjointe à Pluton le 11. Et maintenant, elle trace droit sur l'écliptique. Elle va passer à son nœud descendant le 17.
Là, on est le 20. Et voilà, donc après, elle va descendre en dessous de l'écliptique. Elle sera conjointe à Saturne début mars. Vous le verrez. Voilà les petites... tout ce qui se passe dans le ciel cette semaine. Donc, pour résumer, c'est Vénus conjointe à Mars, hein, comme dans ce qu'on peut observer. Vénus qui, elle, est très haute par rapport au plan de l'écliptique. Hein. En héliocentrique, elle atteint sa latitude maximale le 13. Et en géocentrique, elle l'a atteint le fin janvier également. Alors, je n'ai pas tout noté là, c'est pour ça que j'en ai noté là. Mais je ne sais pas si cette... j'ai envoyé un petit sondage pour savoir ce qui satisfaisait le mieux les lecteurs. Je ne sais pas si cette façon de le présenter est très pratique. Moi, finalement, je croyais que ce serait mieux, mais je crois que je vais revenir à la formule en rédaction, paragraphe rédigé, où on peut garder l'actualité pour chaque planète dans tous ses états, hein, parce que ce que j'essaie de donner à chaque semaine, c'est tous les états de la planète, donc son élongation au Soleil, sa magnitude, ses heures de lever, culmination, coucher, au moins les phénomènes visibles, sa phase pour Vénus et Mercure, puisqu'elles font des phases comme la Lune. Hein, D'ailleurs, Mercure est aussi à son premier quartier. Mon Dieu, je ne l'ai pas marqué. Enfin, si, j'ai dû le marquer quelque part. Mercure est à son premier quartier. Je ne l'ai pas marqué là, mais c'est ces jours-ci, elle atteint son premier quartier. Le 11, je crois d'ailleurs. Voilà. C'est un premier quartier, le 11, c'est ça. Donc, elle va vers pleine Mercure, puisque entre la conjonction inférieure équivalente à la nouvelle lune et la conjonction supérieure équivalente à la pleine lune, elle est de l'autre côté du Soleil, elle passe par une phase de premier quartier qui est sensiblement au moment de son élongation ouest maximale, ce qui se produit là. Donc le 11, elle est en premier quartier et le 16, elle est à son élongation maximale. Que me reste-t-il à vous dire? Donc, les constellations, on a vu que la Lune était conjointe à Régulus, donc pour la pleine Lune. Et je crois que j'ai oublié de le marquer. Je ne l'ai pas marqué. Ah, et j'ai encore des oublis avant de mettre ça en ligne. Il faut que je note Lune conjointe Régulus, voilà, pour la pleine Lune. Donc, ça va nous faire une pleine Lune vraiment à sa latitude maximale conjointe à Régulus. Donc, à ce moment-là, elle rentre dans le signe de la Vierge. Hein. Quand elle est conjointe à Régulus, c'est qu'elle rentre dans le signe de la Vierge. Pendant ce temps-là, le Soleil qui passe de Verseau à Poisson, il va être dans le signe des Poissons le 18. Mercure qui change de signe, de constellation, qui a son élongation maximale, sa déclinaison minimale, donc qui remonte. Beaucoup de choses qui remontent. Donc, on va peut-être commenter un peu tout ça tout à l'heure dans les commentaires astrologiques. Je prendrai des nouvelles de comment ça se passe en France, parce que ici, dans l'Uruguay, pour l'instant, c'est cool pour moi. Je ne sais pas si c'est tendu ou pas. Et donc, ici, on a les levées, les visibilités des planètes. Donc, Jupiter qui n'est plus vraiment visible, Neptune et Uranus. Uranus, oui, on peut encore la chercher, mais c'est le moment, pas cette période de lune. Mars et Vénus, on n'est pas gêné par la Lune pour l'instant dans le ciel du matin jusqu'à la pleine Lune, donc on peut, Vénus, pas de problème, même avec la Lune d'ailleurs. Et ici, là, dans l'hémisphère sud, elle monte, elle se lève, elle monte droit dès le matin et elle est très très haute, elle brille très haut, très fort. Saturne qui n'est pas encore visible, donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose comme planète à voir dans le ciel. Faut mentionner aussi Cérès, donc, qui est conjointe à la Lune le 9. Donc, en même temps, parce qu'elle est à côté des Pléiades, je vous ai mis l'image d'ailleurs, elle est devant le Taureau, à côté des Pléiades, et donc on a Lune, Cérès et Pléiades en fait. On peut la chercher, le 9. Je reviens en arrière, et puis on s'arrêtera là. Voilà. Le 9, donc j'ai dit, le premier quartier, grosso modo, conjoint aux Pléiades, juste en dessous des Pléiades. Et entre les deux, il y a Cérès.
Donc, la petite planète Cérès qui est là de magnitude, elle n'est pas très. Donc, on la verra difficilement, 8,4, 8,5. C'est pas très visible. Et qui se balade dans le coin depuis un sacré moment. Hein. Elle a traversé les Pléiades. Elle est dans le coin des Pléiades depuis au moins 2 mois. Donc, constellation du Taureau. Donc, ça nous fait plein de choses à récolter, ça, astrologiquement parlant, entre les Pléiades et Cérès. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je crois qu'on va clore là pour ce petit tour du ciel. Et donc aussi, j'ai pas oublié de dire que la Lune était à l'apogée, le 11 également, donc au plus loin de la Terre. Donc après, elle se rapproche. Donc, elle se rapproche, elle monte jusqu'à la pleine Lune. Ça va monter. Hein, cette pleine Lune doit être... elle va être marquante. Je pense que comment ça va se traduire, on aura peut-être un peu plus d'idées tout à l'heure, mais ça va nous... Il se passe des tas de trucs et ça va se sentir. Voilà. Bon, bah Christophe, on se dit tout à l'heure pour la suite. Ouais. Parfait. Merci beaucoup de ta présence et de ton attention. À moins que tu aies quelques questions encore sur ce qui se passe et ce que j'ai présenté. Eh bien, chers amis, alors, à très vite si vous le voulez bien et je vous souhaite une bonne semaine astronomique, une bonne montée de lune. Donc, on se donnera rendez-vous le 15 ou le 16. Hein, je vais voir en fonction de mon emploi du temps, parce que comme je vais être en voyage, il va falloir que je me cale. Je vous enverrai bien sûr un mail pour vous prévenir. Merci beaucoup et à bientôt. Et bonne semaine. Au revoir. Au revoir.